l'heure des infos. Chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre fidélité à cette édition d'information. Les titres. Le FARDC n'ont jamais bombardé les territoires rwandais. C'est l'œuvre du M23, a déclaré Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement. Dans son esprit de supervision, le Premier ministre Matata Ponyo s'est rendu ce matin s'enquérir sur l'évolution des travaux de la route reliant l'aéroport d'Ndjili et le centre-ville. À 3 jours de la rentrée scolaire, comment les élèves s'y préparent-ils? Après des mois de congés d'école, ils nous l'ont exprimé. Les détails dans cette page info de ce vendredi 30 août. C'est pour se rendre compte de l'évolution des travaux qui s'effectuent que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, accompagné du ministre de ces secteurs, est descendu sur terrain pour voir si tous les travaux se déroulent conformément au chronogramme fixé. Et là, nous venons effectivement de réaliser que le chronogramme est respecté, les paiements du trésor public sont faits, parce que le trésor public contribue en tout cas de manière tout à fait significative, et les entreprises nous ont rassuré que les paiements sont faits. Alors, la route entre l'aéroport d'Ndjili et la ville regorge plusieurs petits ponts qui font l'objet des travaux et qui engorgent la voie. L'agence qui effectue ces travaux a assuré le chef du gouvernement que tout sera fin prêt d'ici fin octobre. Nous avons été rassurés par rapport au chronogramme que d'ici fin octobre, en principe, tous les ponts seront finis, toutes les voies seront donc goudronnées, 4 bandes x donc toutes les 8 voies à partir de l'aéroport, ce qui pourrait nous permettre donc d'arriver en ville en moins de 30 minutes. Au terme de sa visite, Augustin Matata Ponyo conclut que tout se déroule très bien. En conclusion, nous pouvons dire que les travaux se déroulent très bien et que tous les petits ponts seront réhabilités, les viaducs aussi seront terminés et qu'à fin décembre 2013 au plus tard, toutes les voies seront ouvertes et tous les ponts seront opérationnels. Controverse au sujet de bombardements répétés enregistrés dans les territoires rwandais. Le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement rwandais accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir intensifié des tirs dans leur pays. Son homologue congolais, dans son point de presse organisé ce vendredi 30 août, lui a répondu, tout en s'appuyant sur la véracité de fait de la déclaration du sous-secrétaire général de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, faisant croire que les tirs qui ont ciblé les territoires rwandais provenaient des positions du M23. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons atteint l'essentiel de nos objectifs, qui était de dégarnir ces points surélevés, ces montagnes autour de Kibati, qui leur permettaient d'avoir une possibilité de canarder la ville. La plupart des montagnes autour de lieux-dits, les 3 tours de Kibati, sont maintenant contrôlées par les FARDC. Il me semble que c'est sous la pression militaire que les milices du M23 sont en train de quitter leur dernier réduit dans cet espace-là. Ce n'est pas par philanthropie ou par amour patriotique ou par conversion, je ne sais pas, chrétienne, qu'ils ont soudain pitié des populations de Goma. Nous pensons que c'est la pression militaire combinée FARDC, MONUSCO, qui les pousse à soit annoncer, peut-être sans l'exécuter, le retrait pour réduire la pression, soit effectivement à se retirer. Ce n'est pas un cadeau qu'ils font aux forces armées. Donc c'est cet objectif-là qui était le premier, dégarnir les points surélevés d'où les bombes tombaient sur non seulement le Nord Kivu, mais aussi au Rwanda, pour amener le Rwanda à officialiser son intervention en République démocratique du Congo sous le prétexte de répondre à une agression que le Congo aurait commencé parce que des coups seraient partis du Congo.
L'occasion faisant les larrons, Lambert Mende s'acharne sur l'invitation du M23 aux assises des concertations nationales. Mais il est hors de question que nous envoyions le signal de banalisation de la criminalité à l'occasion de concertations où nous voulons refonder la cohésion autour des valeurs essentielles de la nation. Ce serait vraiment un signal tout à fait contradictoire par rapport à ce que nous voulons créer avec les concertations nationales. Donc, si tel a été le calcul de nos amis du M23, ils auront perdu plusieurs dizaines de membres, ils auront tué 13 personnes à Goma, une personne au Rwanda, pour rien, en pure perte, parce qu'ils ne seront pas aux concertations nationales. Et même sur terrain, la force MONUSCO n'a observé aucune unité des FARDC tenant en direction de leur territoire. La réduction effective des gaz à effet de serre, l'alignement aux priorités gouvernementales et nationales et la production d'éco-bénéfices environnementaux et socio-économiques, tels sont les critères fondamentaux relatifs au projet NAMA. Il nous faut sédentariser les agriculteurs. Il ne faut plus qu'ils fassent pression sur la forêt. C'est-à-dire, sur les locaux de tels dont ils travaillent là-bas, il leur faut amener tous les moyens pour qu'ils aient une agriculture permanente à ces endroits-là, en leur apportant tout le nécessaire. Et surtout, leur donner des titres fonciers. Là encore, on doit travailler avec le ministère des Affaires foncières pour que chaque agriculteur a ses titres sur ces lopins de terre. De façon que nous, en leur apportant tout le nécessaire, ils peuvent être sédentarisés et des années travailler sur le même lopin de terre. Les élevages, tous ces élevages de poules que vous voyez autour de la ville de Kinshasa, émettent des gaz avec les déjections animales là. Et donc, il faut trouver des solutions pour gérer ces déjections animales. En vue de rendre plus objectif leur but, un atelier a été organisé ce vendredi 30 août dans la salle de conférence du laboratoire vétérinaire de Kinshasa à Gombe. Une réunion de travail du groupe technique NAMA Agriculture suite à la formation sur les outils NAMA. Pour l'identification, la sélection et la formation des projets NAMA et leur mise en application par les groupes techniques de travail sur l'agriculture et l'énergie. Nous avons mis en place un groupe technique de travail sur la production des mesures nationales appropriées d'atténuation des gaz à effet de serre au niveau donc de l'agriculture. Nous voulons développer l'agriculture durable. Nous voulons essayer de diminuer les émissions de gaz à effet de serre au niveau donc, de la production agricole. Notons que 4 experts se sont chargés d'appuyer les groupes techniques de travail dans la rédaction détaillée des projets NAMA. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Ça fait des mois depuis que les élèves du primaire et secondaire étaient en vacances. Sont-ils prêts à affronter la reprise des cours? Ils répondent de la manière suivante. Moi, j'ai seulement des uniformes. Je me prépare en conséquence. Je vais rentrer les mardis. Je dois acheter les uniformes, les objets classiques et tout et tout. Quoi, le vacances s'était passé très bien. J'ai acheté déjà des cahiers, mes uniformes aussi à l'école. J'ai tout acheté. Plus question de distraction. Il est temps d'aller à l'école. Tout enfant a droit à la scolarité. Tuteurs, parents, envoyer les enfants à l'école est un signe d'amour et de responsabilité. Une lueur d'espoir pour les habitants de l'avenue Lemba dans la commune de Bandalungwa, souvent inondée par les eaux de la pluie. Avec la construction de ces collecteurs qui partent de l'avenue Lemba jusqu'à la rivière Makelele, il ne sera plus question pour ces habitants d'être inondés comme auparavant. Après c'est son bakonza mboka makasi ba bon c'est la biso nzela de sepeli trop sepeli makasi le lengwa fort to sepeli mingi po ba saleli biso terrasse oyo to zalaki na nzela ya koleka te
tokolega na lipanga muninga kolega na lipanga na ngate kodusula na lipanga na ngate me basaleli biso balabala batie terrasse basukisa tina suka ti kuna na se balobaki bakotiela biso mabanga ya minene kuna mpona yederange biso te. Ces travaux sont réalisés par l'entreprise Safrimex. Nous sommes en train de reconstruire un collecteur qui fait 660 mètres de longueur linéaire et 170, 1,70 m de hauteur et 150, c'est-à-dire 1,50 m de largeur. Les financements, ça vient du 10e Fonds européen de développement, le 10e FED. Ça part le collecteur part de l'avenue Lemba jusqu'à la rivière Makelele. Une fois ces travaux terminés, cette population sera à l'aise avant, pendant et après la pluie. Filles, garçons et leurs parents, tous dans la rue à la recherche de l'eau, denrée précieuse pour les êtres humains, mais malheureusement, elle est difficile et rare pour les autres. Cela fait exactement 2 semaines que les habitants de quartier 5 et 6 à Konluka, dans la commune d'Engaliema, connaissent la pénurie d'eau. Ils sont obligés de faire de longues distances, comme en témoignent ces images. L'eau, c'est la vie, dit-on. L'autorité compétente est appelée à tout mettre en œuvre pour que l'eau coule à nouveau dans ces coins de la capitale. C'est officiel, Samuel Eto'o a signé pour 1 an à Chelsea Football Club depuis ce jeudi 29 août 2013. Mis sur le marché des transferts par Anzi Makashkala, en difficulté financière, l'international camerounais a préféré rebondir en Angleterre où il sera entraîné par son ancien coach José Mourinho. Le Special One lui avait fait sa deuxième priorité après Wayne Rooney dans sa pointe d'attaque, où l'on trouve déjà Fernando Torres, Romelu Lukaku et Dembaba. C'est pour dire que la performance de tout un chacun sera déterminante pour la titularisation de l'un ou l'autre. Qu'à cela ne tienne, l'avenue de ces joueurs de 32 ans suscite de l'engouement au sein des fanatiques de ces clubs londoniens. Selon eux, Eto'o se présente comme le remplaçant valable de Didier Drogba. Son âge ne semble effrayer personne. Même les médias britanniques sont quasi unanimes sur sa capacité à réussir en Premier League. Un championnat qu'il découvrira cette saison pour la première fois, après avoir joué en Espagne, l'Italie et récemment en Russie. Cependant, le montant de son transfert s'élève, lui, à seulement 6 millions d'euros. Et pourtant, le Camerounais touchait 20 millions d'euros par saison en Anzi. Quoique son salaire à Londres devrait être divisé au moins par 3, mais le challenge sportif en vaut la peine car Samuel Eto'o retrouvera la Ligue des Champions, une compétition qu'il a remportée avec l'Inter Milan en 2010 sous la houlette de Epiwan. Nouvelle arrestation chez les frères musulmans. Mohamed El Baltagui a été arrêté ce jeudi en compagnie de 2 autres responsables de la confrérie. Ils ont été transférés à la prison de Tora dans la banlieue du Caire. Avant son arrestation, Mohamed El Baltagui avait exhorté les Égyptiens à participer en masse à des rassemblements contre l'armée ce vendredi. Nous sommes confrontés à un massacre. C'est du jamais vu, même dans les guerres conventionnelles. Abdel Fattah el-Sisi sait que son plan a échoué et qu'il sera jugé pour crime. Il y a eu des martyrs par centaines. Je jure devant Dieu que si les gens ne continuent pas de protester, Abdel Fattah el-Sisi va conduire le pays dans une guerre civile. Réveillez-vous, peuple égyptien. Descendez dans les rues pour dénoncer la répression par l'armée et le coup d'état militaire. Cette arrestation de Mohamed El Baltagui fait suite aux interpellations de plusieurs dirigeants des frères musulmans, des leaders qui comptent poursuivre leur combat. Ma fille et ses amis ont sacrifié leur vie pour la liberté. Nous ne voulons pas servir notre pays sans intérêt. Nous souhaitons le bien-être des peuples de ce pays afin qu'ils puissent vivre dans la dignité et la fierté
et que l'Égypte devienne une vraie nation indépendante. La répression contre les frères musulmans a commencé le 14 août dernier. Malgré les appels à la mobilisation générale, l'élan semble s'essouffler du côté des partisans de Mohamed Morsi. L'Algérien Ammar Saïdani est désormais le secrétaire général du parti du Front de Libération Nationale, le FLN. Il a été plébiscité par le comité central du parti à main levée, mais son élection ne vient pas mettre fin à la division de l'entité politique dont deux camps opposés se disputent le contrôle depuis près de 8 mois. Cette ligne doit perdurer parce qu'il y a ceux qui pensent que Bouteflika doit partir parce qu'il est malade, parce qu'il n'est plus en mesure de diriger le pays, le Conseil des ministres ne le soutient plus, il n'y a pas de loi de finances complémentaire, il n'y a pas beaucoup de projets qui ont été votés. Et il y a une autre partie, notamment des réseaux mafieux, parce que depuis l'arrivée de Bouteflika en 1999, il y a eu énormément d'affaires de corruption. La plus célèbre est l'affaire Sonatrach, qui est maintenant au niveau de la justice algérienne et également italienne. Il y a donc ces clans qui voudraient que Bouteflika reste au pouvoir parce qu'il n'y a pas mieux qu'un homme malade pour l'instrumentaliser, pour lui faire saigner tout ce qu'on veut. Il faudrait qu'il reste au pouvoir en 2014 malgré sa maladie. D'où cette guerre au sein du FLN. En fait, le FLN, c'est le miroir des conflits au sein du pouvoir algérien. Âgé de 63 ans, Ammar Saïdani était le seul candidat en lice après les désistements de Moustapha Mahzouzi, membre du bureau du comité central, et de Saïd Bouadja, ancien membre du bureau politique du FLN. Mais cette élection n'a pourtant pas calmé la crise au sein du parti. Ce que nous avons assisté hier, c'est tout simplement un scénario avec des producteurs, avec des réalisateurs, un script, et on a adoubé quelqu'un qui est véhiculé par un courant qui n'est pas, à notre sens, celui du véritable FLN et qui ne peut en aucun cas être d'une quelconque utilité à la véritable résolution de la crise que connaît le pays et qui doit être dépassé dans un cadre de dialogue serein avec l'ensemble des forces politiques. En 2003, le FLN avait connu une crise similaire qui avait conduit à la démission de son secrétaire général Ali Benfis, après un bras de fer entre ses partisans et ceux du président Bouteflika. Les deux camps se disputaient déjà le contrôle du parti dans la perspective de la présidentielle de 2004. Nous sommes dans le village de Boulessa, situé dans la partie nord du Kenya. Les champs de maïs tapissent le sol, les habitants attendent la récolte et travaillent dans leur potager, une scène rare dans cette région aride. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient éleveurs, mais les sécheresses successives ont peu à peu décimé leurs troupeaux. Je ne garde plus le bétail parce qu'il n'y a plus de pâturage. Pour obtenir quelque chose pour mes animaux, je dois les conduire toute la journée, ce qui est très dangereux à cause des bandits. Mais avec ma terre, où je viens récolter ce que j'ai planté, il n'y a pas un seul jour où je manque de nourriture. À l'origine de ce changement, un vaste projet qui a mis en place un système d'irrigation puisant l'eau de la rivière Ewaso Niro. Nous aimerions que nos populations diversifient leurs moyens de subsistance. Nous ne pouvons pas contrôler la sécheresse, mais nous pouvons limiter les dégâts qu'elle peut apporter en engageant notre communauté à aller dans d'autres domaines de la vie, comme l'agriculture. Le projet d'irrigation, soutenu par les groupes communautaires et l'Union européenne, compte plus de 5000 agriculteurs dans une zone d'environ 800 hectares. Ces fermes communautaires sont principalement utilisées pour la subsistance, la nourriture dans la maison. Il est possible de l'exploiter davantage par l'accès au marché. Cela signifie que l'infrastructure routière dans les fermes doit être améliorée et que les communautés soient connectées avec les bons ministères. Le gouvernement kényan a récemment introduit l'irrigation à grande échelle dans les terres arides du pays pour améliorer la sécurité alimentaire et pour libérer le potentiel agricole. Il a notamment prévu d'attribuer 1 million d'acres de terre à l'agriculture irriguée au cours des 5 prochaines années dans le nord-est. Au Sénégal, le tissu économique est dominé par les PME, petites et moyennes entreprises, qui représentent 85% du tissu des entreprises et un taux d'occupation de 60% de la population active. Pour répondre plus efficacement aux besoins de ces PME, l'État du Sénégal a initié la création de la BNDE, Banque nationale pour le développement économique, pour impulser le développement économique du pays. Les enjeux de cette banque, mettre en place un instrument financier qui devra accompagner de façon durable les PME, petites et moyennes entreprises sénégalaises. La particularité de nos structures, c'est que nous allons pouvoir gérer les différentes contraintes du système bancaire actuellement, notamment la contrainte de la garantie et la contrainte de la structuration des
des PME-PMI. Pour la contrainte de la structuration des PME-PMI, nous avons mis en place un dispositif qui va, disons, intégrer le dispositif d'accompagnement non financier aujourd'hui des PME-PMI et qui permettra un peu aux entreprises non structurées d'être accompagnées, d'être labellisées, d'être structurées. La situation des banques de développement au Sénégal vers les années 90 n'était pas favorable, ce qui a provoqué la disparition de certaines institutions financières. Nous pensons que aujourd'hui, nous ne pourrons pas tomber dans les travers que certaines banques de développement ont connus parce que nous ne sommes plus dans le contexte. Les banques qui ont connu ces problèmes-là, c'est vers les années 90. Nous ne sommes plus dans les années 90. Nous avons aujourd'hui une autorité de contrôle qui a aujourd'hui tous les atouts pour pouvoir vérifier, contrôler donc l'activité des banques. Nous ne sommes plus dans des organisations où les décisions se prennent de manière unilatérale. Nous serons dans des organisations où le principe des 4 yeux va fonctionner et nous aurons aussi un système de gestion des risques. Pour assurer le lancement de la BNDE en fin janvier 2014, plusieurs chantiers structurants sont en cours. La BNDE a obtenu son agrément depuis juin 2013 et compte construire un partenariat privilégié avec le FONGIP, Fonds de garantie des investissements prioritaires.